This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Did I hear you're shopping for a car? Because I've been at it for ages. Ugh, such a time suck, right? Not really. I bought it on Carvana. Super convenient. Oh, then comes all the financing, research. Am I right? Well, you can, but I got pre-qualified for a Carvana auto loan in like 2 minutes. Yeah, but then all the number crunching and terms, right? Nope. I saw real numbers as I shopped, found my dream car, and got it in a couple of days. Wait, like you already have it? Yep. Oh. Go to Carvana.com to finance your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Alors aujourd'hui, pour cet épisode hors série, nous n'allons pas partir à des milliers d'années-lumière. Nous n'allons pas non plus résumer une histoire de plusieurs milliards d'années, mais nous allons, au contraire, dilater le temps. Une histoire extraordinaire qui se déroule en quelques minutes seulement. Vous êtes peut-être allongé sur la plage ou dans votre lit, dans votre voiture, qui sait, et imaginez, que feriez-vous pendant ces 3 prochaines minutes ? Parce que même si cette durée peut paraître insignifiante, il n'aura en réalité pas fallu moins que ces 3 petites minutes à notre univers pour voir le jour tel que nous le connaissons aujourd'hui. La Genèse nous parle d'un monde créé en 7 jours. Eh bien, elle était loin du compte. Ces premiers instants après le Big Bang ont été cruciaux dans l'émergence de notre univers et avec lui toutes les lois, toutes les particules que nous connaissons et ainsi de poser les fondements du développement des futures étoiles et des galaxies. Car c'est en réalité dans ce laps de temps que l'univers a connu d'immenses bouleversements. Après ces 3 minutes, l'univers ne fait que continuer son expansion et son refroidissement. L'univers ne fait qu'évoluer selon les lois physiques qui le régissent. L'univers, à 1 millionième de seconde après le Big Bang, était un endroit très très différent de l'univers ne serait-ce qu'une seconde après cet hypothétique Big Bang, ou encore plus 1 minute seulement plus tard. Par opposition, dans notre univers actuel, les grands changements ne se produisent qu'à des échelles de plusieurs milliards d'années. Dans cet épisode, nous allons donc dilater le temps et disséquer ensemble ces premières minutes fatidiques qui ont scellé le destin de l'univers. Il peut être intéressant de se demander pourquoi tous ces bouleversements ont eu lieu dans ces quelques minutes. Comme vous le savez, l'univers dans ses premiers instants était un environnement extrêmement chaud et extrêmement dense, ce qui a permis de concentrer et d'amplifier les interactions entre les particules et donc l'apparition de nouveaux phénomènes. Avant de se plonger dans ces tout premiers instants, il est important de se rappeler que cette histoire que nous allons explorer relève de travaux de déduction issus de nos lois physiques actuelles. Alors cela ne veut pas dire que tout est acheté pour autant. C'est simplement la meilleure explication, la meilleure représentation du monde réel qui découle des théories modernes. Un consensus qui, un jour ou l'autre, sera peut-être remplacé par une théorie plus en adéquation avec de futures découvertes. La théorie du Big Bang et le scénario inflationniste, comme il est appelé, c'est tout simplement le fait que l'univers se soit extrêmement dilaté très peu de temps après son hypothétique début, sont actuellement les meilleurs modèles en notre possession pour décrire l'origine de l'univers. Mais vous devez garder à l'esprit que ce sont des théories et non des certitudes. En fait, plus notre regard se porte sur les profondeurs de ces premiers instants, et plus nos théories deviennent incertaines, voire hypothétiques, et sont confinées à l'état de pure conjecture. Durant un certain laps de temps, l'univers était tellement chaud que l'énergie des particules dépassait de loin la puissance que l'on peut obtenir actuellement dans les meilleurs collisionneurs de particules. Un mathématicien anglais, Roger Penrose, que vous connaissez peut-être et qui fut prix Nobel de physique, a sorti un jour un essai qui s'appelle « The Emperor's New Mind ». Dans celui-ci, il divise les théories de la physique en 3 catégories, celles qu'il qualifie de superbes, les utiles et puis les provisoires, en fonction de leur précision dans l'interprétation des résultats expérimentaux. Eh bien, le modèle du Big Bang est classé dans les catégories simplement utiles, tandis que la théorie selon laquelle l'univers aurait enflé de manière très rapide, ce scénario inflationniste, ne dépasse pas la qualification de provisoire. Avec toutes ces choses en tête, nous pouvons maintenant
commencer notre voyage. En réalité, notre voyage ne commence pas à 0, mais à 10 puissance moins 43 secondes, ce qu'on appelle le mur de Planck. Au commencement, il y a presque 14 milliards d'années, tout l'espace et toute la matière et toute l'énergie de l'univers connu étaient contenus en une singularité 1000 milliards de fois plus petite qu'un grain de sable. La température qui règne au sein de cette singularité est énorme, 100 000 milliards de degrés. Les conditions de température y sont si intenses que les 4 forces de la nature que l'on connaît, l'interaction électromagnétique, l'interaction faible, l'interaction nucléaire forte, ainsi que l'interaction gravitationnelle, sont toutes confondues en une seule force, cet état hypothétique que les scientifiques ont appelé la superforce. Une théorie du tout qui reste, là encore, totalement du domaine de l'hypothèse. Nous savons actuellement où se trouvent les principaux obstacles. L'un d'eux, c'est cette fameuse ère de Planck, au tout début de l'univers. L'intervalle entre l'instant 0, si jamais il y en a eu un, et l'instant 10 puissance moins 43 secondes, soit un dixième de millionième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde. À cette frontière temporelle, la taille de l'univers équivaut à une sphère de diamètre 10 puissance moins 35 mètres, c'est-à-dire un centième de millionième de milliardième de milliardième de milliardième de mètre. Alors on ne sait toujours pas comment ce minuscule point cosmique est venu à exister. Il y a bien des théories. Il y en a une en particulier, proposée par Stephen Hawking, la théorie de l'univers sans bord. Selon cette théorie, très près de ces hypothétiques débuts, l'espace et le temps formant une seule entité, le temps cède à sa place à l'espace, de façon à ce qu'il n'y ait plus que de l'espace et plus du tout de temps. Sauf que le concept de commencement implique justement cette notion de temps. Si le temps n'existe pas, alors le concept d'un commencement même n'a plus de sens. Il n'y a donc plus de limite initiale à cet univers, dans l'espace ni dans le temps. De quoi donc nous donner un peu le vertige. Mais une chose est sûre, c'est que cette singularité ne pouvait que grandir. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui le Big Bang. Alors, aucune loi de la physique connue ne décrit de façon fiable ce qui se passe durant cette ère de Planck, mais les scientifiques estiment tous que, à la fin, l'interaction gravitationnelle a réussi à se démêler des autres forces encore unifiées pour acquérir une identité propre que nous lui connaissons aujourd'hui. Le temps continue de s'écouler. Les bouleversements continuent de se produire à un rythme incroyablement rapide. Nous sommes maintenant à 10 puissance moins 35 secondes après cet hypothétique début, c'est-à-dire 0,350 seconde. L'univers n'a qu'une fraction de seconde et pourtant, elle est à la veille d'un grand changement qui ne se reproduira jamais. 10 puissance moins 35 secondes se sont donc écoulées depuis la création de l'univers. Celui-ci a maintenant une taille de 10 puissance moins 28 mètres, 0,280 et un 1. La température a chuté, mais reste très élevée, à 10 puissance 28 degrés. Mais alors une autre séparation des forces est sur le point de se produire. La force électronucléaire est divisée en la force nucléaire forte et la force électrofaible. C'est l'inflation. Pendant cette période très courte, l'univers augmentera sa taille d'un milliard de fois, devenant aussi gros qu'un pamplemousse. Alors, un pamplemousse ça peut paraître dérisoire, mais dans le reste de son histoire, l'univers ne s'étendra seulement que d'1 milliard de fois. Pour avoir une idée de l'ampleur et de la rapidité de l'expansion pendant cette période de l'inflation, il faut imaginer qu'en l'espace de 10 puissance moins 32 secondes, c'est-à-dire 0,320 seconde, c'est comme si le noyau d'un atome devenait aussi grand qu'une sphère dont le centre serait le Soleil et la surface de cette sphère atteindrait Proxima du Centaure à 4,5 années-lumière de là. Cette inflation fut si puissante et si subite que l'on pense que le tissu même de l'espace-temps s'est déchiré et se serait mis à vibrer en certains endroits, un peu à la manière de vergetures sur une peau qu'on aurait étirée trop vite. Ces ondes gravitationnelles auraient formé la structure, le squelette, le dessin des futures grandes structures et amas de galaxies de notre univers. À la fin de cette période, il s'est écoulé un millième de milliardième de seconde. La période de l'inflation prend donc fin, et nous sommes seulement à 10 puissance moins 32 secondes après cet hypothétique début. Mais déjà, nous allons rentrer dans une nouvelle ère, la baryogénèse. La température continue de diminuer avec la dilatation de l'espace.
Elle est maintenant de 10 puissance 25 degrés. Mais avec cette inflation qui vient de se terminer, le vide a accumulé une énergie potentielle énorme. L'énergie potentielle, c'est tout simplement l'énergie qui va être emmagasinée par un objet en raison de sa position ou de sa forme. L'univers va alors se mettre à libérer toute cette énergie sous forme de rayonnement, de photons. Mais alors, va se passer quelque chose d'extraordinaire. L'univers est alors assez chaud pour que ces photons convertissent spontanément leur énergie en paires de particules de matière et d'antimatière qui, immédiatement après, s'annihilent mutuellement pour restituer leur énergie sous forme de photons. Ce nouveau photon qui va à son tour se convertir spontanément en paires de particules, antiparticules, etc., etc. Mais alors comment du rayonnement des photons, de l'énergie, peut-il devenir de la matière ? Eh bien c'est effectivement possible. L'énergie est matière et inversement. Vous le savez déjà sans doute sans le savoir grâce à la fameuse équation d'Albert Einstein qui passa à la postérité, E égale mc2, qui n'est autre qu'une recette à double sens déterminant combien d'énergie vaut une masse donnée et combien pèse de l'énergie. Ces particules formées, ce sont ce qu'on appelle des baryons. Il y a des neutrinos et des antineutrinos, des électrons et des antiélectrons, et enfin, peut-être celle qui nous intéresse le plus, des particules, des toutes petites particules qui s'appellent des quarks et leur alter ego, les antiquarks. Alors les quarks, ce sont des bestioles un peu bizarres. Contrairement aux protons qui portent une charge électrique plus 1 et aux électrons dont la charge électrique vaut moins 1, les quarks portent des tiers de charge. Et vous ne surprendrez jamais un quark tout seul. Il sera toujours agglutiné avec d'autres quarks voisins. La force qui maintient ensemble deux quarks, ou plusieurs, s'appelle des gluons. Et leur force s'intensifie quand vous essayez de les séparer. Exactement comme si finalement ils étaient attachés ensemble par un microscopique élastique. Sur chaque quark est appliquée une force équivalente à peu près 10 tonnes. Et si malgré tout vous réussissez à séparer suffisamment ces quarks, eh bien alors le petit élastique qui les tient se rompt et claque. Mais en se rompant, eh bien cet élastique libère de l'énergie, et cette énergie est si intense qu'elle invoque donc la fameuse formule E égale mc2, et de cette énergie va être créé deux nouveaux petits quarks à chaque bout de cet élastique, de sorte que vous avez fait tout ça pour rien. Une autre analogie qui peut être intéressante, c'est une corde. Si vous avez une corde et que vous voulez donner un bout de corde à quelqu'un, vous allez couper le bout de la corde, lui se retrouvera donc avec une corde à deux bouts, et vous aurez toujours deux bouts, peu importe le nombre de bouts que vous coupez. C'est pareil pour les quarks. À cette époque, l'univers est suffisamment dense pour que la distance moyenne entre des quarks indépendants est à peu près du même ordre de grandeur que la distance entre deux quarks qui seraient liés. Alors dans ces conditions, avec une telle pression, eh bien les quarks ne voyaient pas très clairement avec lequel de ses voisins ils devaient se coller ou pas se coller. De sorte que tous roulaient librement les uns sur les autres au lieu d'être regroupés par paquets. Cet état de la matière à ce moment précis s'appelle le plasma quark-gluon. Nous rentrons à présent dans un domaine plus familier et plus tangible, car nous sommes maintenant capables de reproduire en laboratoire cet état particulier de la matière. Mais à ce moment précis de notre voyage, une autre particularité va se produire. Une particularité que nous ne savons pas expliquer encore, mais sans quoi nous n'aurions jamais existé. En effet, des indices théoriques convaincants suggèrent que lorsque l'univers était très jeune à ce moment-là, peut-être au moment d'une des séparations des forces de la nature, quelque chose a donné une petite asymétrie à l'univers. Les particules de matière sont devenues très légèrement plus nombreuses que les particules d'antimatière. Souvenez-vous, les photons se décomposaient en une paire de particules matière-antimatière. Eh bien, ces particules de matière sont devenues très légèrement plus nombreuses que les particules d'antimatière. Environ 1 milliard et une particules de matière pour 1 milliard seulement d'antiparticules. Cette infime différence de population devait totalement passer inaperçue au milieu de cette continuelle création, annihilation, et la particule qui était célibataire ne manquait pas d'occasion de trouver un autre partenaire. Mais pour peu de temps encore. Parce que tandis que le cosmos continue de grandir, la température chute rapidement en dessous du millier de milliards de Kelvin. Arrivé à l'âge de 10 puissance moins 12 secondes seulement, l'univers a déjà beaucoup perdu en température, qui est maintenant de 10 puissance 15 degrés, et à une taille considérable, équivalent à une sphère de rayon d'environ 300 millions de kilomètres, soit 2 fois la distance Terre-Soleil. La dernière séparation des forces est en train de se produire, la force électrofaible devient deux forces distinctes, la force électromagnétique et la force nucléaire faible. Enfin, les 4 forces fondamentales que nous connaissons
se sont différenciés et le resteront pour le reste de l'histoire du cosmos. L'aiguille du temps continue de tourner, mais nous avançons à pas de fourmi. Nous sommes maintenant à 10 puissance moins 6 secondes, soit 1/1000e de seconde. Et nous allons rentrer dans une nouvelle ère, l'ère hadronique. L'univers a une taille équivalente à une sphère plus ou moins grande que notre système solaire, soit 10 milliards de kilomètres de diamètre. La température a diminué tellement que, fini les puissances de 10, elle nous semble un peu plus tangible, nous sommes seulement à 10 000 milliards de degrés. L'univers est désormais trop tiède et trop peu dense pour entretenir cette soupe de quarks. À ce moment-là, chacun des quarks agrippe comme il le peut un ou deux partenaires dans sa danse, en créant une nouvelle famille de particules durables et plus massives que l'on appelle les hadrons, qui sont les particules sans doute les plus connues du grand public, les protons et les neutrons, ainsi que leur équivalent antiparticules, les antiprotons et les antineutrons. Mais dans le même temps, se produit un autre événement catastrophique, une annihilation colossale entre quarks et les antiquarks. Mais jusqu'à présent, c'est ce que la matière faisait. La matière et l'antimatière étaient créées, puis s'annihilaient immédiatement, avant d'être à nouveau créées, puis annihilées, etc. dans un cycle sans fin. Et tout ça n'était pas très grave, puisque l'énergie libérée lors de la collision de ces particules suffisait à faire émerger une nouvelle paire de quarks antiquarks du vide. Sauf qu'à présent, le niveau thermique, l'univers, est devenu trop froid pour soutenir cette réaction. L'univers continue de se refroidir, et la quantité d'énergie disponible pour créer spontanément des particules élémentaires du vide s'effondre. À présent, les particules de matière et d'antimatière qui s'annihilent ne sont plus remplacées, et l'annihilation prend alors le pas sur la production. Cet événement a pour effet de convertir, en quelques secondes seulement, une immense quantité de matière et d'antimatière en rayonnement. Sauf que rappelez-vous de cette petite dissymétrie entre la matière et l'antimatière, de une particule de plus de matière par milliard de particules. Et bien pour ces particules célibataires, c'est l'horreur de gloire. Pour chaque milliard d'annihilations qui libérait 1 milliard de photons, un seul quark ne trouvait pas son antiparticule et survivait. Ces laissés pour compte sont en définitive les héros de notre histoire. Ces survivants se retrouvent en paires de 2 ou 3 quarks et forment donc ces fameux hadrons, protons et neutrons. Et cette infime différence a permis de former toute la matière qui constitue aujourd'hui notre univers. Sans ce déséquilibre d'1 milliard et 1 contre 1 milliard, toute la masse de l'univers se serait auto-détruite, ne laissant derrière elle qu'un cosmos composé de rayonnement et de rien d'autre. Ça y est, nous avons franchi un seuil symbolique, nous entrons dans la première seconde de temps écoulé. L'univers a atteint une taille équivalente à une sphère de diamètre de quelques années-lumière. Et avec 1 milliard de degrés, il est encore très chaud. Suffisamment pour que les photons continuent spontanément à produire des électrons avec leurs partenaires d'antimatière, les positrons. Mais dans ce cosmos qui gonfle et se refroidit sans cesse, il ne faut pas longtemps avant qu'ils subissent le même sort que les quarks. À cet instant, le stock de particules du cosmos a été figé à 1 électron pour 1 proton. Une petite parenthèse, malgré tout, aujourd'hui encore, des particules d'antimatière, nous en rencontrons, et certaines peut-être nous traversent. Les centrales nucléaires sont une source par exemple d'antineutrinos. Or, neutrinos et antineutrinos ont tous les deux une charge nulle, si bien que peu de choses les différencient. Ces neutrinos ont aussi la fâcheuse tendance à très peu interagir avec la matière, si bien que plusieurs milliards de neutrinos passent chaque seconde à travers le corps. C'est pareil pour les antineutrinos, il y a très peu de chances qu'ils interagissent avec la matière normale et peuvent traverser des distances inimaginables sans jamais s'annihiler mutuellement. Et puis, dans la haute atmosphère, les intenses rayons cosmiques reçus de notre étoile viennent se heurter aux atomes présents dans l'atmosphère, un peu comme dans des accélérateurs de particules, et se décomposent en différentes particules, dont des particules d'antimatière. Mais n'ayez crainte, tout cela se produit dans des proportions infimes et sans danger. Et le temps file. Le film de la création est arrivé à ces fameuses 3 minutes après le Big Bang. Et nous arrivons à l'ère de la nucléosynthèse. La température a chuté à 1 milliard de degrés, soit approximativement la température régnant à l'intérieur des étoiles les plus chaudes. Les protons et les neutrons étaient jusque-là trop excités pour interagir les uns avec les autres. Sauf que maintenant,
ils n'ont plus assez d'énergie pour échapper à l'attraction nucléaire qui les pousse à se lier. Ils se rejoignent alors pour former les premiers noyaux. Pendant ce bref laps de temps, de quelques dizaines de minutes, la température et la pression à cet instant précis de l'univers permettent la fusion des particules de protons et de neutrons pour former les éléments que nous connaissons. Majoritairement de l'hydrogène, de l'hélium et un peu de deutérium. Passé ces quelques dizaines de minutes, et la température baisse déjà en dessous du seuil de fusion. La fusion s'arrête, et alors la composition de la matière dans l'univers se fige à jamais. Ces éléments lourds issus de cette période représentent encore 99% de la matière présente aujourd'hui dans notre univers, avec 90% d'hydrogène, 9% d'hélium et d'autres atomes plus lourds. Ces atomes plus lourds tels que le carbone, l'azote ou l'oxygène, qui jouent un rôle central dans l'apparition de la vie, feront leur apparition beaucoup plus tard, générés à l'intérieur des premières étoiles à la suite des réactions thermonucléaires. Alors voilà, nous arrivons au terme de ces balbutiements de notre univers, de tous ces bouleversements indispensables à l'émergence de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous pourrions nous arrêter là, nous pourrions nous dire que nous y sommes. Quelques dizaines de minutes se sont écoulées, les 4 forces élémentaires ont émergé, la matière a remporté le duel face à l'antimatière, et toutes les particules du modèle standard existent. Des noyaux d'atomes ont été créés, puis se stoppèrent, fixant avec eux la répartition de la matière dans l'univers. Oui mais, car il y a un mais. Bien que l'univers, dans sa nature et dans ce qu'il compose, est semblable à celui d'aujourd'hui, les atomes d'hydrogène et d'hélium sont ionisés, c'est-à-dire qu'aucun électron ne sont liés au noyau. Vous savez, les électrons, ce sont ces petites particules qui orbitent entre guillemets autour des noyaux d'atomes. Sans ces électrons, ces particules sont alors dans un état qu'on appelle ionisé et de ce fait sont chargées électriquement. Pendant 380 000 ans, il ne va plus arriver grand-chose à notre soupe de particules. Tout au long de ces millénaires, pour que les électrons soient trop excités et puissent résister à la force qui les attire vers ces noyaux d'atomes. Ils se carambolent au milieu des photons qu'ils diffusent dans toutes les directions et interagissent les uns avec les autres. Dès qu'un électron est excité, il émet un photon qui va être absorbé immédiatement par un autre électron qui va lui-même rejeter un autre photon qui va lui-même être absorbé, etc., etc. Bref, le rayonnement ne se diffuse pas. Et à cette date fatidique de 380 000 ans plus tard, cette liberté connaît une fin abrupte. La température de l'univers descend en dessous de 3000 Kelvin, environ la moitié de la température à la surface du Soleil. À ce moment-là, l'énergie de l'univers devient trop faible, les électrons à court d'énergie ne peuvent plus résister à la force qui les attire à ces noyaux d'atomes et viennent se combiner avec eux. Dans ce mariage, en se désexcitant, en l'espace d'un instant, tous les électrons libèrent les photons. Photons qui ne seront plus réabsorbés par ces électrons. Ces photons sont alors libres de parcourir librement l'univers. L'univers qui était alors opaque devient transparent. Ces photons émis juste après la recombinaison peuvent désormais se déplacer sans perturbation, traverser l'espace et le temps. Ces photons des premiers instants, cette première lueur de l'univers, ce sont eux que l'on voit lorsqu'on observe le rayonnement du fond diffus cosmologique. Celui-ci constitue donc la première image de notre univers. Les premiers photons qui nous sont arrivés si on scrute le ciel suffisamment loin et donc suffisamment loin dans le temps. À ce jour, c'est l'une des preuves les plus importantes de la validité du modèle du Big Bang. Nous arrivons maintenant au terme de ce fabuleux voyage qui aura pris, vous en conviendrez, beaucoup plus de temps à raconter qu'à réellement se produire. Et oui, parce que durant la durée de ce podcast, l'univers aurait eu littéralement le temps de naître au moins 10 fois. Alors, si vous attendez quelqu'un et qu'il est un peu long, vous pourrez lui dire que le temps de l'attendre, l'univers aurait déjà eu le temps de naître. C'est sur ces mots que nous clôturons notre histoire, cette merveilleuse histoire de l'univers. J'espère, et nous espérons avec Willy qui a participé à cette émission, que ce hors-série vous a plu, que vous avez pris le temps de l'écouter durant vos vacances, je l'espère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire, ça nous ferait très plaisir et en plus, ça améliore notre référencement. Vous pouvez enfin nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité des autres émissions de Replay Media. À bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles.
This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.